Lucia travaillait dans une chaîne de restaurants italiens sans intérêt à Chicago depuis 2 ans. Un salaire correct, mais aucune passion, aucune âme. Le genre d'endroit où les pâtes fraîches signifiaient qu'on les avait sorties du congélateur le matin même. Elle avait déménagé à New York sur un coup de tête 3 semaines plus tôt, avec 2 valises, 8 dollars, et le rêve de travailler dans une vraie cuisine. Une cuisine qui se souciait de la nourriture comme sa grand-mère le lui avait appris. « Je peux commencer demain », a-t-elle répondu par texto. Angela a répliqué, « Lundi, il n'est pas si désespéré que ça. »« Le salaire est correct ?» a demandé Lucia. « Mieux que correct », a écrit Angela. « Et la nourriture est authentique, vraiment authentique. De vieilles recettes italiennes. La mère du propriétaire l'a ouvert il y a 40 ans. »« Je suis partante », a dit Lucia. Le lundi matin, Lucia s'est présentée à 9 heures dans un restaurant d'Astoria, dans le Queens. Le quartier était encore très italien, malgré la gentrification qui s'installait. L'Osteria Santoro occupait un bâtiment d'angle avec de grandes fenêtres. Son enseigne peinte à la main semblait dater des années 70. À l'intérieur, il y avait de la chaleur, du bois sombre, des briques apparentes et des photos sur tous les murs. Des images en noir et blanc de famille, de mariage et de baptême. Une belle femme apparaissait sur des dizaines de photos. Elle tenait des assiettes de nourriture. Elle riait, les bras autour de diverses personnes qui semblaient toutes de la même famille. La cuisine se trouvait à l'arrière. Elle était petite pour un restaurant, mais méticuleusement organisée. 20 ans de graisse et d'amour imprégnaient chaque surface. Le genre de cuisine qui avait vu des milliers de repas préparés avec soin. Tommaso, le chef de cuisine, l'attendait. Il avait la soixantaine, les cheveux gris en queue de cheval. Ses mains bougeaient comme s'il était né avec un couteau à la main. Il a regardé son CV sans le lire, l'a posé et a demandé « Vous savez faire des pâtes fraîches ?»« Oui, a-t-elle dit. »« Le ragoût ?» a-t-il demandé. « Oui. »« L'ossobuco ?» a-t-il demandé. Lucia a répondu « Ma grand-mère était meilleure que la vôtre, mais je peux le faire à votre façon si vous m'apprenez. » Il a souri pour la première fois. C'était un sourire lent et approbateur. Il a dit « Je vous aime bien, ne gâchez pas tout. » Angela est alors apparue, blonde et énergique, et a serré Lucia dans ses bras. « Dieu merci, tu es là, » a dit Angela. On n'en pouvait plus. Le type qui est parti était de toute façon horrible. « Bon débarras. Pourquoi a-t-il démissionné ?» a demandé Lucia. « Il a eu une meilleure offre à Midtown, un endroit chic, » a dit Angela. « Il se croyait trop bien pour nous. » « Tant pis pour lui, » a dit Tommaso. « Cette cuisine a une âme, ça ne s'achète pas. » Le lundi avait été un chaos. Apprendre le menu, apprendre le rythme, apprendre que Tommaso aimait son café noir et amer et que son personnel de cuisine était terrifié jusqu'à l'excellence. Apprendre que le propriétaire, Marco Santoro, venait rarement avant le service du dîner. Elle a appris qu'il était pointilleux sur tout, que le restaurant avait appartenu à sa mère avant sa mort et qu'il le gérait comme un sanctuaire. Ne change rien sans demander, l'a prévenu Angela pendant le repas du personnel. Il est protecteur envers cet endroit. Vraiment très protecteur. Une fois, un cuisinier a essayé de moderniser la bolognaise et Marco a perdu la tête. Le type a été viré en moins d'1 heure. Notez, a dit Lucia, ne pas se toucher aux recettes, surtout pas aux anciennes, celles que sa mère a créées. Celles-là sont sacrées. Le mardi a été moins chaotique. Lucia avait appris les postes, le rythme du service. Elle avait appris que Tommaso aboyait des ordres, mais qu'il corrigeait discrètement vos erreurs si vous demandiez de l'aide. Elle a appris qu'Angela adorait les ragots et savait tout sur tout le monde. « Alors, comment est le propriétaire ?» a demandé Lucia pendant une préparation d'après-midi calme. « Marco, » a dit Angela, « c'est compliqué. Il dirige l'entreprise familiale. Et quand je dis entreprise familiale, je veux dire l'entreprise familiale. Tu vois ce que je veux dire? » « Je peux deviner, » a dit Lucia. « Mais il est juste, » a ajouté Angela. « C'est un bon patron, il paye bien, ne tolère ni le harcèlement ni les bêtises. Sa mère l'a bien élevé. » Angela a baissé la voix. « Elle est morte d'un cancer il y a 8 ans. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Cet endroit est sa façon de la garder en vie. » Lucia a regardé la cuisine, les photos sur les murs, le soin apporté à chaque détail. « C'est vraiment beau, » a-t-elle dit. « Ça l'est, » a convenu Angela. « Mais ça veut aussi dire qu'il est intransigeant sur la nourriture. Tout doit être exactement comme elle le faisait. Pas de variation,
Pas de créativité, juste ses recettes, faites à sa façon. Ça semble limitant, a dit Lucia. C'est la tradition, a répondu Angela. Dans cette cuisine, la tradition est tout. Le mercredi a commencé assez normalement. Lucia est arrivée à 16 heures pour préparer le service du dîner. La cuisine était vide, à l'exception de Tommaso. Il lui a fait un signe de tête et a repris la découpe d'un poisson entier avec une précision qui frisait l'art. Elle a vérifié la liste de préparation, les plats habituels du menu. Papardelle au ragoût de sanglier, osso buco, saltimbocca, tiramisu. Rien qu'elle n'ait fait une douzaine de fois auparavant. Rien d'excitant. Elle avait espéré montrer ce dont elle était capable, prouver qu'elle était plus que compétente. Mais on n'improvise pas dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Surtout pas après 3 jours. Surtout pas dans une cuisine où le propriétaire virait les gens pour avoir modifié des recettes. À 16h30, Tommaso est parti fumer. « Surveille le bouillon », a-t-il dit, en désignant une marmite qui mijotait sur le feu arrière. Elle a surveillé le bouillon, l'a remué, l'a goûté et a ajouté du sel. La cuisine était calme et paisible. Il n'y avait qu'elle, le bruit du liquide frémissant et le bourdonnement de la chambre froide. Elle s'est dirigée vers la chambre froide pour vérifier les protéines du soir et a ouvert la lourde porte. L'air frais lui a frappé le visage. À l'intérieur, c'était un chaos organisé. Viande, poisson, légumes, tout était étiqueté et daté. Sur la deuxième étagère, enveloppée dans du papier de boucher, il y avait de l'épaule d'agneau. Magnifique, bien maturée, parfaitement persillée. Elle pouvait sentir la qualité à 1 mètre de distance. Elle laisse rester là, à regarder l'agneau et pensant à sa grand-mère. Elle a pensé aux heures passées ensemble dans la cuisine quand Lucia était petite. Les étés à Matera, la vieille maison en pierre dans le quartier historique. La cuisine avec la fenêtre qui donnait sur les rues anciennes. Elle a pensé aux recettes transmises de génération en génération. Elle a pensé aux plats que sa grand-mère préparait pour chaque occasion spéciale. Cavatelli con ragoût d'agnello. Des cavatelli au ragoût d'agneau. Les pâtes roulées à la main en petites coquilles. Le ragoût mijoté lentement jusqu'à ce que l'agneau s'effiloche. Riche, profond. Le genre de plat qui avait le goût de l'amour et de la mémoire mélangés. Sa grand-mère l'avait appris d'une amie dans sa jeunesse. Une femme nommée Rosa, qui était plus âgée, comme une grande sœur. Elle avait appris à la petite Elena à cuisiner avant de partir pour l'Amérique et de ne jamais revenir. Elena parlait d'elle parfois, de la belle jeune fille qui avait pris soin d'elle, des recettes qu'elles avaient apprises ensemble, des promesses de rester en contact qui s'étaient estompées avec le temps, la distance et la vie. Elle est partie épouser un homme à New York, disait Elena, une famille puissante. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, mais j'ai gardé ses recettes. Je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a appris. Lucia préparait ce plat chaque année pour l'anniversaire de sa grand-mère. Elle l'appelait en Italie et lui disait qu'elle maintenait la tradition. Elena pleurait toujours. Elle disait toujours que Rosa serait fière. Tu le fais exactement comme elle me l'a appris. Parfaitement. L'agneau était là, avec les tomates et les herbes. Elle avait le temps avant le service. Elle pouvait en préparer une petite quantité pour le repas du personnel. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de bon, de vrai. Elle n'a pas pensé à demander la permission. Elle n'a pas pensé au fait qu'elle était là depuis 3 jours, ni aux règles interdisant de changer quoi que ce soit. Elle a juste pensé aux mains de sa grand-mère guidant les siennes. Elle a pensé à la façon dont Rosa avait enseigné à Elena, qui avait enseigné à Lucia. À cette chaîne de savoir transmise par la nourriture. Elle a sorti l'agneau. Elle a d'abord fait les cavatelli, juste assez pour 6 portions. Les pâtes devaient être roulées à la main, formées sur une planche striée ou le dos d'une fourchette pour créer leur forme caractéristique. Des petites coquilles qui retiendraient parfaitement le ragoût. Ses mains bougeaient sans réfléchir. Farine, eau, semoule dans les bonnes proportions. Pétrir jusqu'à ce que la texture soit parfaite, ni trop molle, ni trop ferme. Puis le roulage, pressé, tiré, formé. Chaque pièce identique, le rythme d'un millier de dimanches après-midi avec sa grand-mère. Elle les a posés sur un plateau fariné pour les faire sécher légèrement. Puis elle a commencé le ragoût. L'épaule d'agneau coupée en gros morceaux, pas trop petits. Il se défrène pendant la cuisson. Elle a fait chauffer de l'huile d'olive dans une cocotte épaisse. De la bonne huile d'olive, la plus chère.
Quand elle a frémi, elle a ajouté l'agneau. Le grésillement a rempli la cuisine. L'odeur de la viande qui dort. Elle pouvait entendre la voix de sa grand-mère. Ne te presse pas pour la coloration, ma chérie. C'est là que réside la saveur. Sois patiente. Elle a été patiente. Elle a retourné chaque morceau, a laissé la réaction de Maillard opérer, a laissé la viande développer cette croûte bien brune qui ajouterait de la complexité à la sauce. Quand l'agneau a été doré, elle l'a retiré. Elle a ajouté plus d'huile, puis le sofrito. Oignons, carottes, céleri, la sainte trinité de la cuisine italienne. Les laisser ramollir. Les laisser devenir doux et parfumés. Puis les tomates, des San Marzano, écrasées à la main comme sa grand-mère le lui avait appris. N'utilise jamais de machine. Tes mains savent quand c'est bon. Du vin rouge, juste un filet pour déglacer. Gratter les sucres caramélisés au fond. Toute cette saveur. Puis l'agneau est retourné dans la cocotte. Et les herbes, romarin, laurier, sel, poivre et le secret. La chose qui en faisait la recette de Rosa, transmise par Elena à Lucia, une infime quantité de cannelle, peut-être un quart de cuillère à café pour toute la marmite, si peu qu'on ne pouvait pas l'identifier, juste une chaleur sous-jacente, une complexité qu'on ne pouvait nommer. Elle a tout mélangé, a laissé mijoter, a réduit le feu à un simple frémissement et l'a laissé travailler. Il faudrait au moins 2 heures. Elle avait fait une version rapide. La vraie recette prenait 6 heures. Une cuisson lente jusqu'à ce que l'agneau s'effiloche. Mais 2 heures suffiraient pour développer les saveurs, assez pour que le goût soit juste. L'odeur a commencé presque immédiatement. Riche, profonde, complexe. Le genre d'odeur qui vous donne le mal du pays pour un endroit où vous n'êtes jamais allé. Tommaso est revenu à 17 heures. Il s'est arrêté sur le seuil. « Qu'est-ce que vous préparez » a-t-il demandé. « Des cavatelli au ragoût d'agneau » a-t-elle dit. « Pour le repas du personnel. J'espère que ça ne pose pas de problème. » J'aurais dû demander, mais j'ai vu l'agneau et j'y ai pensé. Il s'est approché lentement, a regardé dans la marmite, s'est penché et a inspiré profondément. Son expression a changé. Elle est passée de neutre à autre chose. Quelque chose que Lucia ne pouvait pas déchiffrer. « Où avez-vous appris ça ?» Sa voix était étrange. « Ma grand-mère en Italie, » a dit Lucia. « Elle est de Basilicate, de Matera. C'est une recette de famille. Pourquoi ?» Tommaso n'a pas répondu tout de suite. Il continuait de fixer la marmite. Puis il l'a regardée. « À quelle heure avez-vous commencé » a-t-il demandé. « 16h30, a-t-elle dit. « Pourquoi? Il y a un problème » ? « Non, pas de problème, a dit Tommaso. Mais sa voix disait le contraire. « Le patron arrive généralement vers 17h30. Il va sentir ça. »« C'est grave » a demandé Lucia. « Je ne sais pas encore, a dit Tommaso. À 17h30 précise, la porte arrière s'est ouverte. Lucia était au poste des pâtes, vérifiant ses cavatelli, s'assurant qu'ils avaient bien séché. C'est alors qu'elle a senti la température de la cuisine changer. Elle a levé les yeux. Un homme se tenait sur le seuil, grand, au moins 1,80 m, les cheveux sombres avec une touche de gris sur les tempes, un costume cher qui le rendait plus dangereux que raffiné. Une mâchoire carrée, des yeux sombres, beau d'une manière presque intimidante. Il ne regardait rien. Il se tenait juste là, sur le seuil, figé. Son visage était devenu complètement blanc. Sa main agrippait le cadre de la porte comme s'il en avait besoin pour tenir debout. Sa poitrine se soulevait comme s'il respirait fort ou essayait de ne pas le faire. « Patron » dit Tommaso avec précaution, « ça va ?» L'homme n'a pas répondu. Il n'a même pas semblé entendre. Il était juste là, avec une expression que Lucia ne pouvait pas lire. De la douleur peut-être, ou un choc, ou quelque chose de plus profond. Quelque chose qui donnait l'impression que son monde venait de basculer. Angela est apparue à côté de Lucia et a chuchoté. « C'est Marco, le propriétaire. Il fait une crise cardiaque. »« Je ne sais pas, » a chuchoté Lucia en retour. « Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Marco Santoro est resté là pendant 2 minutes entières, sans bouger, respirant à peine, juste debout sur le seuil, la main blanche et crispée sur le cadre. Ses yeux étaient dans le vague, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Puis il a bougé. Il est entré dans la cuisine d'un pas automatique, comme si son corps savait où aller, même si son cerveau avait cessé de fonctionner. Il s'est dirigé droit vers la cuisinière, droit vers la marmite de ragoût de Lucia. Il s'est tenu au-dessus,
le regard fixé vers le bas. Ses mains tremblaient. Plus personne ne travaillait dans la cuisine. Tout le monde s'était arrêté. Tout le monde regardait son patron se tenir au-dessus d'une marmite de sauce pour pâtes comme si c'était la chose la plus importante au monde. Comment connaissez-vous ça? Sa voix était rauque, basse, contrôlée d'une manière qui suggérait qu'il tenait à peine le coup. Comment savez-vous faire ça? Le cœur de Lucia battait la chamade. Connaître quoi? A-t-elle demandé. Ce sont juste des cavatelli au ragoût d'agneau. Ma grand-mère me l'a appris. Il y a un problème? Comment? Ce n'était pas une question. C'était une exigence. Comment connaissez-vous cette recette? Je vous l'ai dit, a dit Lucia. Ma grand-mère Elena, elle est de Basilicate, de Matera. Elle l'a apprise d'une amie quand elle était jeune. Lucia commençait à comprendre, à sentir une boule de glace dans son estomac. Vous connaissez ce plat? A-t-elle demandé. Ses yeux se sont enfin déplacés de la marmite à son visage. Ils étaient un peu indécises remplis de quelque chose qui lui serrait la poitrine. Du chagrin, de la reconnaissance et autre chose qu'elle ne pouvait nommer. Quel est le nom de votre grand-mère? Les mots sont sortis avec précaution, comme si chacun lui coûtait. Elena Romano, a dit Lucia. Elena Russo avant son mariage. Elle vit toujours à Matera, dans la vieille ville. Elle a 67 ans. Pourquoi? Elle a vu son visage changer, a vu l'émotion déferler si vite que c'était comme regarder un barrage se rompre. L'a vu traiter une information énorme. Il a tendu la main, s'est agrippé au comptoir, ses jointures sont devenues blanches. Ma mère, a-t-il dit finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Rosa Santoro, née Rosa Russo. Elle était de Matera, née en 1950. Elle est partie en 1965, à 15 ans. Elle a immigré ici, à New York, pour épouser mon père. C'était un mariage arrangé par les familles. La cuisine était complètement silencieuse. Personne ne respirait même. Elle parlait souvent d'une jeune fille qu'elle avait laissée derrière elle, a dit Marco. Elena, une petite fille qui aimait la nourriture comme elle, à qui elle avait appris à cuisiner. Elle disait qu'Elena était comme sa petite sœur, que la quitter avait été la partie la plus difficile de son arrivée en Amérique. Sa voix devenait plus rauque. Elle disait qu'elle n'avait jamais oublié Elena, qu'elle avait essayé d'écrire mais avait perdu le contact, qu'elle s'était toujours demandé ce qu'elle était devenue. Lucia sentit des larmes lui brûler les yeux. Rosa, ma grand-mère parle de Rosa, son amie qui est partie en Amérique, qui lui a tout appris sur la cuisine, qui lui a manqué chaque jour de sa vie. Ce plat, Marco a montré la marmite, sa main tremblait toujours. Ma mère me le préparait pour mon anniversaire chaque année, de ma naissance jusqu'à l'année de sa mort. Cette recette exacte, l'agneau, la cannelle, cette infime quantité qu'on ne peut pas vraiment identifier, mais qu'on sait être là. Elle disait que c'était un secret, que seule une autre personne au monde le connaissait. Elena, a murmuré Lucia. Elena. Il la fixait toujours. Quel âge avez-vous? A-t-il demandé. 29 ans. Pourquoi est-ce important? Ma mère est morte il y a 8 ans, a dit Marco. J'avais 30 ans. Elle avait 67 ans. Le même âge que votre grand-mère. Elle a parlé d'Elena jusqu'à la fin, de la petite fille à Matera, de son désir de retourner la voir une fois de plus. Elle ne l'a jamais fait. Le cancer l'a emporté trop vite. La gorge de Lucia était serrée. Ma grand-mère est toujours là-bas, a-t-elle dit. Toujours dans la même maison, toujours en train de cuisiner. Elle parle parfois de Rosa, de son amie qui est partie en Amérique et n'est jamais revenue, des recettes qu'elles ont apprises ensemble. Elle m'a appris ce plat, a dit qu'il était spécial, qu'il venait de quelqu'un d'important. Marco a tendu la main lentement, sa main a plané au-dessus de la marmite sans la toucher. Sentant juste la chaleur monter, respirant l'odeur, les yeux fermés. Je n'ai pas senti ça depuis 8 ans, a-t-il dit. Pas depuis la mort de ma mère. Ce restaurant, tout ici, ce sont toutes ces recettes. Toutes. Mais pas celle-ci. Celle-ci était trop personnelle, trop sacrée. Je n'ai jamais pu demander à personne de la faire. Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais pu demander à personne de la faire. Cela aurait été une profanation. Tommaso s'est avancé. « Patron, vous devez vous asseoir. »« Je vais bien, » a dit Marco. « Vous n'allez pas bien, » a dit Tommaso. « Vous êtes blanc comme un linge et vous tremblez. »
Marco l'a ignoré, a ouvert les yeux et a regardé Lucia. « Je peux goûter ?» a-t-il demandé. « Ce n'est pas prêt, a-t-elle dit. Il faut encore au moins 1 heure. »« Ça ne fait rien, a dit Marco. Elle a attrapé une cuillère propre, l'a remplie de ragoût. L'agneau était déjà tendre, s'effilochant. La sauce était épaisse, riche, pas finie mais presque. Elle a tendu la cuillère, il l'a prise. Leurs doigts se sont effleurés. Les siens étaient froids. Il a goûté, a refermé les yeux. L'expression sur son visage a brisé quelque chose dans la poitrine de Lucia. Chagrin, joie et reconnaissance, tout mélangé. On aurait dit qu'il était ailleurs, dans un endroit lointain et un temps révolu. Comme s'il avait de nouveau 8 ans, que sa mère était vivante et que le monde avait un sens. Quand il a ouvert les yeux, ils étaient humides, pleins. Une larme a coulé sur sa joue. Il ne l'a pas essuyée. Et parfait. Sa voix était exactement comme la sienne. Je ne comprends pas comment c'est possible. Parce qu'Elena m'a appris de la même manière que Rosa lui a appris, a dit Lucia. Chaque mesure, chaque technique, chaque secret, la cannelle, le timing, tout, elle l'a transmis. Pourquoi, a demandé Marco. Pourquoi vous a-t-elle appris? Parce que j'aimais cuisiner, a dit Lucia. Parce que je lui rappelais elle-même quand elle était jeune. Parce qu'elle voulait que les recettes de Rosa survivent. Elle m'en a appris des dizaines. Toutes celles que Rosa lui a montrées avant de partir. Marco a posé la cuillère avec précaution, comme s'il risquait de la casser. « J'ai besoin d'air, a-t-il dit. »« Patron, a commencé Tommaso. »« J'ai besoin d'air, a répété Marco. » Il est sorti, non pas vers la salle à manger, mais vers l'arrière, la ruelle où il gardait les bennes à ordures et où Tommaso fumait. La cuisine a explosé à la seconde où il est parti. « Qu'est-ce qui vient de se passer? »« Bon sang, a demandé Angela. Sa mère a appris à ma grand-mère à cuisiner il y a 60 ans en Italie, a dit Lucia. Sa propre voix semblait lointaine, et je viens de faire accidentellement son plat signature sans le savoir. Oh mon Dieu, a dit Angela. Ouais, a dit Tommaso. Il secouait la tête lentement, comme s'il digérait quelque chose d'énorme. Ça fait 30 ans que je travaille pour cette famille. 30 ans que je connaissais Rosa. Elle m'a embauché quand j'avais 30 ans. M'a tout appris sur cette cuisine. C'était une femme magnifique, une âme magnifique, gentille mais féroce. Le personnel l'aimait et la craignait à la fois. Elle a l'air incroyable, a dit Lucia. Elle l'était, a dit Tommaso. Et cette recette, les cavatelli à l'agneau, elle n'a jamais laissé personne la faire. Ni moi, ni personne. C'était de la sienne, sacrée. Elle la faisait pour l'anniversaire de Marco chaque année, pour l'anniversaire de son mari, pour les grandes occasions. Mais jamais au menu, jamais pour les clients. C'était réservé à la famille. Je ne savais pas, a dit Lucia. Je jure que je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Comment auriez-vous pu? Tommaso a remué la marmite, a goûté. Ses yeux se sont fermés. C'est parfait, exactement comme dans mes souvenirs. Après sa mort, Marco a essayé de la faire une fois. Il n'a pas réussi. Ce n'était pas ça. Il manquait quelque chose. Il a abandonné. A dit que certaines choses étaient destinées à mourir avec les gens qui les faisaient. Mais elles ne sont pas mortes, a dit Lucia. Rosa a appris à Elena. Elena m'a appris. La recette a survécu. Ouais, a dit Tommaso. Elle a survécu. Tommaso l'a regardé. Vous voulez mon conseil? S'il vous plaît, a dit Lucia. Finissez ça, lui a dit Tommaso. Servez-le pour le repas du personnel. Laissez-le le manger. Laissez-le se souvenir. Et puis demandez-lui ce qu'il veut que vous en fassiez. Parce que c'est sa décision, pas la nôtre. Et s'il me dit de ne plus jamais le faire, a-t-elle demandé. Alors vous ne le ferez pas, a dit Tommaso. Mais je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Marco n'est pas revenu avant 1 heure. Le service a commencé à 18 heures. Le restaurant a commencé à se remplir de clients. Lucia a travaillé à son poste, essayant de ne pas penser à l'homme dans la ruelle qu'elle avait accidentellement brisé avec une marmite de pâtes. À 18h30, ils ont pris le repas du personnel. Le dîner avant que le rush du soir ne devienne sérieux. Tommaso a dressé les cavatelli, 6 portions. Magnifiques. Les coquilles de pain attrapant parfaitement le ragoût. Il en a mis une de côté, la couverte d'un torchon. Pour le patron, a-t-il dit, quand il reviendra. Ils ont mangé en silence. Le personnel de cuisine, les serveurs,
tout le monde goûtant le plat qui avait brisé leur patron. C'est incroyable, a dit Angela, la bouche pleine. Où as-tu caché ça? C'est juste du ragoût, a dit Lucia. Ce n'est pas juste du ragoût, a dit Angela. C'est comme, je ne sais pas, comme manger un souvenir, comme quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui existe. À 19 heures, Marco est apparu. Il avait changé de vêtements. Plus de costume, juste un jean foncé et un t-shirt noir. Décontracté, mais toujours aussi imposant. Ses yeux étaient rouges, mais son visage était plus calme, plus composé. La voix de Lucia était maintenant stable. Dans mon bureau, s'il vous plaît. Elle l'a suivi à travers la salle à manger. Les clients arrivaient, prenaient une place. Le restaurant était chaleureux, rustique, italien dans le meilleur sens du terme. Des photos couvraient tous les murs. Famille, histoire, moments capturés. La femme qui devait être Rosa apparaissait sur des dizaines d'entre elles. Jeune et belle, plus âgée et élégante, toujours souriante, non, tenant toujours des assiettes de nourriture. Son bureau était petit. Un bureau couvert de papier, plus de photos sur les murs, Rosa avec un jeune garçon qui devait être Marco, Rosa avec un homme plus âgé en costume, Rosa en veste de chef blanche, debout dans cette cuisine. Il a désigné une chaise. « Asseyez-vous », a-t-il dit. Elle s'est assise. Son cœur battait la chamade. Elle travaillait ici depuis 3 jours et s'était retrouvée au milieu de quelque chose d'énorme. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle sentait le poids. Il s'est appuyé contre le bureau, a croisé les bras, l'a étudiée. Prenant son temps, la regardant vraiment. « Parlez-moi de votre grand-mère », a-t-il dit finalement. « Que voulez-vous savoir » a demandé Lucia. « Tout. Comment elle a appris à cuisiner? Ce qu'elle vous a appris? Ce qu'elle a dit sur Rosa? Tout. » Alors Lucia lui a raconté. Son enfance à Chicago avec des parents qui ont divorcé quand elle avait 8 ans. Les étés en Italie, le seul moment où elle se sentait stable. La vieille maison en pierre dans le quartier historique de Matera. Elena lui apprenant à faire des pâtes sur une planche en bois qui avait appartenu à la grand-mère d'Elena. Les histoires qu'Elena racontait pendant qu'elle cuisinait, sur Rosa, la belle-fille plus âgée qui avait traité la petite Elena comme une sœur, qui avait été patiente là où d'autres ne l'étaient pas, qui lui avait appris que la nourriture était de l'amour rendu visible. Elle a dit que Rosa était partie en Amérique pour se marier dans une famille puissante, que c'était arrangé, que Rosa a écrit des lettres les premières années, mais qu'elles ont cessé. Elena n'a jamais su ce qui s'était passé, n'a jamais su si Rosa était heureuse, n'a jamais su si elle était même en vie. Elle savait juste que Rosa était partie et que les recettes étaient tout ce qui lui restait. La mâchoire de Marco était serrée. Il s'est écarté du bureau, s'est approché de la fenêtre, a regardé la rue du Queens, la lumière du soir, les gens qui rentraient du travail. Ma mère a épousé mon père parce que sa famille devait une dette à la sienne, a-t-il dit doucement. Une dette financière qui a été réglée avec une fille. Elle avait 15 ans, il en avait 30. Elle est venue seule à New York, ne parlait pas anglais, terrifiée, mais elle a appris. Elle s'est adaptée. Elle a survécu. L'estomac de Lucia s'est noué. 15 ans. Une autre époque, d'autres règles, a dit Marco. Ce n'était pas un mariage d'amour, mais ils ont fait en sorte que ça marche. Elle a appris à gérer ce restaurant. Mon père en était le propriétaire, mais c'est elle qui en a fait ce qu'il était. Elle a appris l'anglais, m'a eu tort, à 37 ans. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. Crise cardiaque. Elle a tout géré après ça. Le restaurant, les autres affaires, tout. Les autres affaires, a demandé Lucia. Il s'est retourné vers elle, a souri légèrement. Pas heureux, juste un accusé de réception. Ma famille a des affaires, certaines légales, d'autres non. Vous êtes ici depuis 3 jours. Vous l'avez probablement compris. Angela a mentionné que vous étiez pointilleux sur certaines choses, a dit Lucia. Pointilleux est un mot diplomatique, a dit Marco. Ma famille est impliquée dans des activités qui ne sont pas exactement légales. Import, export, syndicats, construction, d'autres choses. Je gère tout ça maintenant. Je suis ce qu'on pourrait appeler un affranchi. Je fais partie du milieu. Il l'a dit d'un ton neutre, observant sa réaction. D'accord, a dit Lucia. D'accord, c'est tout? A demandé Marco. Pas de jugement, pas de questions.
Que voulez-vous que je dise? A demandé Lucia. Que je suis choquée, que je ne comprends pas. Tout le monde sait ce que font les familles italiennes dans le Queens. Ce n'est pas vraiment un secret. Et ça ne change rien au fait que votre mère a appris à ma grand-mère à cuisiner il y a 60 ans. Et nous voilà. Il l'a regardé longuement. Vous n'avez pas peur. Devrais-je? A-t-elle demandé. La plupart des gens le sont. Je ne suis pas la plupart des gens, a dit Lucia. Non, vous ne l'êtes pas, a dit Marco. Il est revenu, s'est assis sur le bord du bureau, plus près maintenant. Ma mère détestait ce côté des affaires, la violence, le danger, le poids de tout ça. Mais elle était douée pour ça quand même. Elle était douée pour tout, sauf pour retourner en Italie. Elle avait toujours l'intention de le faire, en parlait toujours. De revoir Matera, de retrouver Elena. Elle ne l'a jamais fait. Le cancer l'a emporté vite. 2 mois entre le diagnostic et les funérailles. Elle est morte dans ce restaurant, dans le bureau à l'étage, entourée de sa famille. Ses derniers mots concernaient la nourriture, les recettes. Elena. Qu'a-t-elle dit? A demandé Lucia. Elle a dit, dis-lui que je suis désolée. Dis-lui que je n'ai jamais oublié. Dis-lui que la nourriture se souvient. Sa voix s'est légèrement brisée. Je ne savais pas de qui elle parlait. Je pensais que c'était le délire, les rêves de morphine. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que c'était réel, qu'il y avait vraiment quelqu'un nommé Elena qu'elle avait laissé derrière elle. Les yeux de Lucia brûlaient. Ma grand-mère voudra savoir que Rosa ait pensé à elle à la fin. Je peux l'appeler? Votre grand-mère, a demandé Marco. Je peux appeler Elena maintenant, a dit Lucia. Il est plus de minuit en Italie, a fait remarquer Marco. Ça ne fait rien, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Elle a sorti son téléphone, a sélectionné le contact, l'a mis sur haut-parleur. Ça a sonné 5 fois. Lucia était sur le point de raccrocher quand la communication s'est établie. Pronto? Une voix rauque de sommeil, mais alerte. Nonna, je suis désolé d'appeler si tard. Je te mets sur haut-parleur. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Ciao, qui est-ce? A demandé Elena. Marco s'est penché en avant. Elena, je m'appelle Marco Santoro. Je suis le fils de Rosa. Silence. Un silence complet. Assez long pour que Lucia pense que la communication avait été coupée. Puis un son qui aurait pu être un sanglot. Marco. La voix d'Elena s'est brisée. Il bambino di Rosa. Tu m'appelles. Oui, je suis ici dans le Queens, au restaurant de ma mère, celui qu'elle a construit. Rosa a créé un restaurant. Elle a réalisé son rêve. Elle l'a fait, a dit Marco. Elle l'a construit. Elle l'a dirigé jusqu'à sa mort il y a 8 ans. Plus de silence, puis des pleurs. De vrais pleurs. 8 ans. Elle est partie depuis 8 ans et je ne l'ai jamais su. Nous avons perdu le contact. J'ai écrit des lettres, mais elles ont cessé de revenir. Je pensais qu'elle m'avait peut-être oublié, qu'elle avait tourné la page avec sa vie américaine. Elle ne vous a jamais oublié, a dit Marco, la voix elle-même épaisse d'émotion. Elle a parlé de vous jusqu'à la fin, de la petite Elena qui aimait cuisiner, de son désir de vous revoir, de retourner à Matera. Elle a essayé de vous retrouver, mais à ce moment-là, les anciennes adresses ne fonctionnaient plus. Les gens avaient déménagé. Elle n'avait plus de moyens de vous joindre. Je suis restée, a dit Elena, dans la même maison, la même rue. Je suis restée au cas où elle reviendrait. Elle voulait, elle a essayé, elle a juste manqué de temps. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure. Lucia et Marco se relayant pour partager des histoires, construisant des ponts à travers des décennies de silence et de perles. Elena pleurant et riant tour à tour, racontant des histoires sur la jeune Rosa, sur la fille qui avait été si gentille, si patiente, qui lui avait tout appris. Elle disait que j'avais de bonnes mains, a dit Elena, que j'étais née pour cuisiner, qu'un jour je serais meilleure qu'elle. Je ne l'ai jamais été, mais j'ai essayé. J'ai gardé chaque recette qu'elle m'a apprise, chacune d'entre elles. Votre petite fille est ici, a dit Marco. Lucia, elle travaille dans la cuisine de ma mère. Elle a fait des cavatelli aujourd'hui avec un ragoût d'agneau, la recette que vous lui avez apprise. Celle que ma mère vous a apprise il y a 60 ans. Elle l'a faite. La voix d'Elena s'est élevée. Lucia, tu as fait le plat de Rosa. Oui, Nonna, je ne savais pas. Je ne savais pas de qui était la recette. Pas avant aujourd'hui, pas avant qu'ils ne me le disent. Et maintenant, tu sais, a dit Elena. Maintenant, vous savez toutes les deux.
Elena pleurait et riait en même temps. Rosa disait toujours que le destin nous réunirait, disait toujours que la nourriture se souviendrait même si les gens oubliaient. Elle disait que les recettes étaient des promesses, qu'elles nous survivraient à toutes les deux. Elle avait raison, a dit Marco doucement. À la fin de l'appel, Elena exigeait qu'il lui rende ma visite. Tu l'amènes à Matera, Lucia. Tu ramènes le garçon de Rosa à la maison. Laisse-le voir d'où vient sa mère. Laisse-moi le rencontrer correctement. Laisse-moi cuisiner pour lui. Laisse-moi lui raconter des histoires sur sa mère quand elle était jeune et que le monde était encore plein de promesses. Quand ils ont raccroché, Marco avait l'air abasourdi, pâle, comme s'il venait de courir un marathon. C'était... Il n'a pas terminé. Beaucoup, a fini Lucia. Ouais. Il s'est frotté le visage, a passé ses mains dans ses cheveux. Je devrais retourner travailler. Le service est en cours. Je me suis caché ici pendant 2 heures. Je peux vous demander quelque chose d'abord, a dit Lucia. N'importe quoi, a répondu Marco. La recette. Voulez-vous que je la refasse? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'était trop? Il l'a regardé longuement. Vraiment. L'a regardé comme s'il essayait de décider quelque chose d'important. Refaites-la, a-t-il dit finalement. Refaites-la demain et le jour de d'après. Mettez-la au menu si vous voulez. Appelez-la Cavatelli della Nonna. Les 2 grands-mères. Elles sont connectées maintenant. Elles l'ont toujours été, même quand elles ne le savaient pas. Vous êtes sûr? A demandé Lucia. Je suis sûr, a dit Marco. Ma mère aimerait ça. Elle aimerait savoir que sa recette a survécu, que la petite fille d'Elena la cuisine, que la chaîne ne s'est pas brisée. Elle aimerait beaucoup ça. D'accord, a dit Lucia doucement. Je la ferai. Et Lucia, merci, a dit Marco, de m'avoir accidentellement rendu ma mère. Même juste pour 1 heure, même juste à travers la nourriture. Merci. Elle ne savait pas quoi répondre à ça, alors elle a juste hoché la tête. Ils sont retournés à la cuisine. Le service battait son plein. Tommaso aboyait des ordres. Angela gérait le passe comme un chef d'orchestre. Tout le monde bougeait dans un chaos contrôlé. Lucia a repris son poste, a fait des pâtes à la commande, a essayé de ne pas penser à tout ce qui venait de se passer. A essayé de ne pas penser au fait qu'elle était tombée au milieu d'une histoire vieille de 60 ans. À minuit, le service s'est terminé. Le personnel a nettoyé. Tommaso a préparé une dernière assiette pour tout le monde avant leur départ. Les cavatelli de Lucia. Tout le monde a mangé en silence. Le genre de silence respectueux qui vient quand la nourriture signifie plus que de la simple subsistance. Marco est apparu alors que tout le monde partait. Lucia, restez 1 minute. Elle est restée. La cuisine s'est vidée, il ne restait plus qu'eux 2. Le calme après la tempête. Je veux vous apprendre, a-t-il dit. M'apprendre quoi, a-t-elle demandé. Les autres recettes de ma mère. Celles que je suis le seul à connaître. Celles qu'elle m'a apprises avant de mourir. Si vous devez perpétuer sa cuisine, vous devriez tout avoir. Pas seulement les morceaux dont Elena se souvenait. J'aimerais beaucoup, a dit Lucia. Demain, a dit Marco, après la préparation, avant le service, nous commencerons par sa sauce du dimanche. Ça prend toute la journée, alors nous ferons une version rapide, mais je vous apprendrai correctement plus tard. D'accord, a-t-elle dit. Et Lucia, je suis content que vous soyez là. Je suis content que vous soyez entrés dans cette cuisine. Je suis content qu'Elena vous ait appris. Je suis content de tout ça. Elle a souri. Moi aussi. Cette nuit-là, elle a de nouveau appelé sa grand-mère. Lui a tout raconté. Elena a pleuré et ri et a répété le nom de Rosa encore et encore comme une prière. Tu vas me l'amener, a dit Elena. Pas une question, une affirmation. Tu vas ramener le garçon de Rosa à la maison. S'il veut venir, a dit Lucia. Il voudra venir, a insisté Elena. Le sang de Rosa appelle à la maison. Il voudra voir. Le mois suivant s'est déroulé de manière étrange, à la fois rapide et lente. Les jours se confondaient dans la cuisine, mais certains moments restaient d'une clarté cristalline. Jour 4, après la révélation des Cavatelli, Marco est arrivé à 3 heures de l'après-midi, plus tôt que d'habitude. La cuisine était dans le calme de l'après-midi, cette zone morte entre la préparation du déjeuner et le service du dîner. « Tu peux m'apprendre » a-t-il demandé. Lucia a levé les yeux de la découpe de poulet. « T'apprendre quoi? Comment le faire? Les cavatelli, je veux apprendre. Tu veux apprendre à faire des pâtes? » Ma mère a essayé de m'apprendre quand j'avais 16 ans, a dit Marco.
J'ai été un crétin à ce sujet, trop cool pour cuisiner avec ma mère, trop occupé à essayer de prouver que j'étais un dur aux yeux de mon père. Il s'est appuyé contre le comptoir, l'air jeune, soudainement vulnérable. Je le regrette tous les jours depuis 22 ans. D'accord, a dit Lucia, lave-toi les mains. Ils ont fait des pâtes ensemble cet après-midi-là, juste eux deux. Tommaso était parti rencontrer un fournisseur. Angela était en congé. La cuisine était à eux, de la farine partout. Ses mains guidant les siennes, lui apprenant la pression, l'angle, la façon de tirer la pâte pour former ces petites stries qui retiendraient la sauce. Tu es nul à ça, a-t-elle dit après son 10e Cavatelli difforme. J'en suis douloureusement conscient, a-t-il dit. Mais tu essayes. Ça compte pour quelque chose, non? A demandé Marco. Parce que ceux-là ont l'air d'avoir été faits par un enfant ivre. Elle a ri, et vraiment ri. Ils auront bon goût, a-t-elle dit. La texture compte plus que la perfection. C'est ce que dit ta grand-mère? Ma grand-mère dit que la cuisine est une question d'intention. Si ton cœur y est, la nourriture le sait. Celui qui mange le sait. C'est très poétique, a dit Marco. Elle est très italienne. Il a essayé une autre pièce. Celle-ci était meilleure. Pas bonne, mais meilleure. Je peux te demander quelque chose, a-t-il dit. Bien sûr. Pourquoi as-tu vraiment déménagé à New York? Angela a dit que tu es arrivé 3 semaines avant de commencer ici. Pourquoi est-ce que les gens déménagent à New York? A dit Lucia. Des rêves, des illusions, la conviction que quelque part se trouve la vie que tu es censé vivre. Et est-ce le cas? A demandé Marco. La vie que tu es censé vivre. Elle l'a regardé, ses mains couvertes de farine, la concentration sur son visage alors qu'il essayait de trouver la bonne forme. La façon dont il s'était montré vulnérable et lui avait demandé de lui apprendre quelque chose que sa mère n'avait pas pu. Ouais, a-t-elle dit doucement. Je pense que oui. Jour 6, Angela l'a coincé dans la chambre froide. Le froid rendait leur souffle visible. Alors, toi et le patron? A demandé Angela. Il n'y a pas de moi et le patron, a dit Lucia. Ma belle, il est là tous les jours maintenant. Genre, tous les jours. Il venait 2 fois par semaine avant que tu n'arrives. Maintenant, il est là de 15 heures à la fermeture à cause de toi. Il est intéressé par l'apprentissage des recettes, a dit Lucia. Il est intéressé par toi, a rétorqué Angela. Et tu es intéressé aussi. J'ai des yeux. Tout le monde a des yeux. C'est compliqué, a dit Lucia. C'est cuisiner ensemble dans la cuisine de sa mère décédée, pendant qu'il te regarde comme si tu étais la réponse à une question qu'il se pose depuis toute sa vie. Ce n'est pas compliqué. C'est un roman d'amour qui ne demande qu'à être écrit. Je suis ici depuis 2 semaines, a dit Lucia. Et alors, a demandé Angela. Le temps est une illusion. L'alchimie est réelle. Jour 8. Ils ont eu leur premier service de l'enfer. Le système de réservation a planté. Un groupe de 20 personnes est arrivé sans prévenir. L'imprimante est tombée en panne. Les commandes se sont accumulées. La cuisine était submergée. Tommaso criait. Angela gérait les passes comme un commandant militaire. Lucia était aux pâtes, faisant des papardelles fraîches à la commande, les mains bougeant plus vite que la pensée. Ébullition, assaisonnement, dressage, encore et encore. Pas le temps de respirer, juste survivre. À 21 heures, Marco est apparu dans la cuisine, a enlevé sa veste de costume, a retroussé ses manches. « Où as-tu besoin de moi ?» a-t-il demandé. Tommaso a montré le garde-manger. « Salade, entrée, maintenant. » Marco a fait des salades, dressé des entrées, aidé aux passes. Il se déplaçait dans la cuisine comme s'il l'avait fait toute sa vie, ce qui était probablement le cas. C'était le restaurant de sa mère. Il avait grandi ici, travaillant à chaque poste, apprenant depuis la base. À 23 heures, le rush s'est enfin terminé. La cuisine était dévastée. Les pièces de Lucia la faisaient souffrir. Son dos lui faisait mal. Ses mains étaient crispées. Marco est apparu à côté d'elle au poste des pâtes. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Je suis en vie. C'est ce qui compte. Viens, je te prépare à manger. Je viens de cuisiner pendant 6 heures. Je ne veux pas manger. » Tu vas manger quand même. Tu es pâle. Tu as besoin de protéines. Il lui a préparé un cassio e pepe. Simple. 4 ingrédients. Parfait. Ils se sont assis au bar dans la salle à manger vide pendant que le personnel nettoyait autour d'eux. Tu es doué en cuisine, a-t-elle dit. Vraiment doué, naturel.
J'ai grandi dans une cuisine, a dit Marco. Ma mère s'est assurée que je savais travailler à chaque poste avant de me laisser simplement gérer. Elle disait que je ne pouvais pas diriger un restaurant si je ne comprenais pas le travail. Il a enroulé des pâtes sur sa fourchette. Elle avait raison sur tout, en général. Elle a l'air brillante, a dit Lucia. Elle était brillante et terrifiante à la fois. Le personnel l'aimait et la craignait, la combinaison parfaite pour une cuisine. Il a pris une bouchée et mâché pensivement. Elle aurait adoré ce soir. Le chaos, le rush, la façon dont tout le monde s'est serré les coudes. C'est là qu'une cuisine montre sa véritable âme. Elle te manque, a dit Lucia. Chaque jour, mais surtout ici. Cet endroit est le sien. Chaque recette, chaque photo, chaque centimètre. Je ne fais que le maintenir en vie. Tu fais plus que ça, dit Lucia. Tu honores sa mémoire. C'est différent. J'espère. Ils ont mangé dans un silence confortable. Le genre qui ne se produit que lorsque les gens s'accordent naturellement. Autour d'eux, le restaurant s'est installé dans le calme de la nuit. Je peux te poser une question personnelle, a dit Marco. Tu peux te demander. Je ne répondrai peut-être pas. C'est juste? Pourquoi la cuisine? De toutes les choses que tu aurais pu faire de ta vie, pourquoi ça? Elle y a réfléchi, vraiment réfléchi. Parce que la nourriture est la seule chose qui ait jamais eu un sens complet pour moi. Tu suis une recette, tu fais le travail, et à la fin, il y a quelque chose de réel, de bon, quelque chose qui nourrit. J'aime cette certitude, cette relation de cause à effet. La vie ne fonctionne généralement pas comme ça. Non, a dit Marco, c'est vrai. C'est pour ça que tu es resté, a demandé Lucia. Pourquoi tu as repris le restaurant au lieu de simplement gérer les autres affaires? En partie. Aussi parce que c'était le sien. Partir aurait été comme l'effacer. Il a posé sa fourchette. Peux-tu faire de la focaccia comme Elena l'a fait? Oui. Oui. Si, Lucia, pourquoi? Montre-moi demain. Je veux apprendre. Alors, elle lui a montré l'après-midi suivant. Juste eux deux à nouveau, les mains dans la pâte, lui apprenant la technique qu'Elena lui avait apprise. La façon de la piquer, la façon d'obtenir que l'huile d'olive se niche parfaitement dans chaque creux. Il était meilleur à la focaccia qu'au cavatelli. De meilleur même pour ça, plus patient. Ta mère a dû t'apprendre certaines choses, a dit Lucia. Ils façonnèrent la pâte dans des moules. La cuisine sentait la levure et le romarin. Elle a essayé, a dit Marco. J'étais un élève terrible, trop impatient, trop occupé à essayer d'être quelqu'un que je pensais devoir être. Il a piqué la pâte avec des doigts prudents. J'aurais aimé être plus attentif, avoir posé plus de questions, avoir passé plus de temps ici avec elle au lieu de là-bas avec eux. Eux? A demandé Lucia. Les gars de mon père, les affaires. J'avais 15 ans quand il est mort. Soudain, j'étais l'homme de la famille. Je devais prouver que je pouvais gérer, que je devais être dur. Être dur signifiait ne pas cuisiner avec ma mère. C'est déchirant, a dit Lucia. C'était stupide. Elle est morte 8 ans plus tard. Tout ce temps que j'aurais pu passer à apprendre d'elle. Je l'ai gaspillé à essayer de prouver quelque chose à des gens qui n'avaient pas d'importance. Ils se tenaient prêts maintenant. La cuisine était chaude à cause du four qui préchauffait. Elle pouvait sentir son eau de Cologne sous le romarin. Quelque chose de cher. Quelque chose qui coûtait probablement plus que son loyer. Pourquoi est-ce important maintenant? A-t-elle demandé doucement. Apprendre les recettes. Apprendre à cuisiner. Pourquoi maintenant? Il l'a regardé, vraiment regardé, des yeux sombres, intenses. Parce que tu es là, parce que tu portes quelque chose d'elle et je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas perdre ce lien avec elle, avec Elena, avec tout ça. Son souffle s'est coupé. Marco, je sais ce que tu vas dire, a-t-il dit, que ça fait 2 semaines, que ce n'est pas professionnel, que tu travailles pour moi, qu'il y a des règles. Je sais tout ça. Alors pourquoi? A demandé Lucia. Parce que je ne peux pas arrêter de penser à toi, à ça, au fait que tu es entré dans ma vie en préparant la nourriture de ma mère. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que l'univers essaie de me dire quelque chose. Il a levé la main, a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts se sont attardés sur sa mâchoire. Dis-moi que je suis fou. Dis-moi de reculer. Dis-moi n'importe quoi et je le ferai. Mais dis-moi la vérité. Je pense à toi aussi, a-t-elle admis. Tout le temps. C'est distrayant. Ce n'est pas professionnel.
C'est probablement une très mauvaise idée. Probablement, a demandé Marco. Certainement, a-t-elle dit. Et pourtant, a-t-il demandé. Et pourtant, je m'en fiche, a-t-elle dit. Il a souri. Lentement, magnifiquement. Je vais t'embrasser maintenant. Si ce n'est pas d'accord, arrête-moi. C'est très d'accord, a-t-elle dit. Il l'a embrassée, doucement d'abord, prudemment, comme si elle était quelque chose de précieux, en test. Puis plus profondément quand elle lui a rendu son baiser, sa main dans ses cheveux, ses mains agrippées à sa chemise. La focaccia oubliée. Tout oublié sauf ce moment. Quand ils se sont séparés, ils respiraient tous les deux fort. Tommaso va avoir son opinion, a-t-elle dit. Tommaso a toujours des opinions, a dit Marco. Il va dire « Je vous l'avais bien dit ». Probablement. La porte s'est ouverte. Tommaso se tenait là, les a regardé leur visage, la farine sur eux deux, et la façon dont ils se tenaient trop près. Finalement, il a dit « J'ai gagné 3 €. Vous avez parié sur nous, a demandé Lucia. Tout le monde a parié sur vous, a dit Tommaso. Angela a dit 3 semaines. J'ai dit 2 semaines. Sophia de l'accueil a dit 1 mois. Je gagne. Il a attrapé sa veste. Je vais fumer. Vous deux, réglez vos affaires, mais pas dans ma cuisine. Je viens de passer la serpillière. Il est parti. La porte s'est refermée. Marco a ri, un vrai rire, a rejeté la tête en arrière. Ça va faire le tour du restaurant d'ici ce soir. Ta famille le saura d'ici demain. Probablement, a dit Lucia. Ça ne te dérange pas, a-t-elle demandé. Devrait-ce, a répondu Marco. Je travaille pour toi. Il y a des règles à ce sujet. Je suis le propriétaire du restaurant. Je fais les règles. Et la nouvelle règle est que tu es incroyable et que je veux continuer à t'embrasser. Des objections? Tellement d'objections, a-t-elle dit. J'ignore chacune d'entre elles. Bien, a-t-il dit. Il l'a embrassée à nouveau, plus longtemps cette fois, plus lentement, prenant son tempe, son dos contre le comptoir, ses mains sur sa taille, respectueuse mais désirante. Elle lui a rendu son baiser comme si elle y pensait depuis des jours, ce qui était le cas. La minuterie s'est déclenchée. La focaccia devait aller au four. Ils se sont séparés à contre-cœur. À suivre, a-t-il demandé. Certainement à suivre. 3e semaine. Ils ont commencé à cuisiner ensemble après les heures de travail. Après la fin du service à 23 heures, après que tout le monde soit rentré chez soi, juste eux deux dans la cuisine silencieuse. Il lui apprenait les recettes de sa mère. Elle lui apprenait celles d'Elena. Ils parlaient en cuisinant, de la famille, de la nourriture, du poids de l'héritage et de la peur de ne pas être à la hauteur. Ma mère a construit cet endroit à partir de rien, a-t-il dit un soir. Il faisait des arancini, des boules de riz farcies au ragoût. Elle voulait quelque chose qui soit entièrement à elle, que personne ne puisse lui enlever. La nourriture était le seul pouvoir qu'elle avait au début. Elena dit la même chose, a dit Lucia. Qu'à Matera, dans les années 50, les femmes n'avaient rien. Pas de propriété, pas d'argent, pas de voix. Mais elles avaient leur cuisine, leurs recettes. C'était leur royaume. 2 femmes, 60 ans, la même vérité. Ils ont façonné des boules de riz dans un silence confortable, travaillant en synchronisation maintenant, lisant les mouvements de l'autre. Je peux te dire quelque chose, a dit Lucia. N'importe quoi. J'avais peur de venir à New York. Terrifié, en fait. Je n'avais jamais vécu ailleurs qu'à Chicago, jamais pris de vrais risques. Mais j'avais l'impression de mourir là-bas, d'étouffer dans la sécurité. Alors, je suis venu ici avec à peine d'argent et pas de vrai plan. Et je pensais que j'étais folle. Et maintenant, a demandé Marco. Maintenant, je pense que j'étais peut-être exactement aussi folle que je devais l'être. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça m'a mené ici, à cette cuisine, à toi, à tout ça. Il a arrêté de façonner le riz, l'a regardé. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas. Quelqu'un de temporaire, quelqu'un de passage. Mais tu n'es pas temporaire, tu es... Il n'a pas terminé. Je suis quoi? Tu es permanente, d'une manière que je ne savais pas avoir besoin. Son cœur a fait quelque chose de compliqué dans sa poitrine. C'est soit la chose la plus romantique que quelqu'un m'ait jamais dite, soit la plus terrifiante. Ça peut être les deux. Ouais, ça peut certainement être les deux. 4e semaine.
La famille de Marco est venue dîner le dimanche au restaurant. La famille élargie, 30 personnes. Bruyante, chaotique, italienne dans tous les sens du terme. Marco l'avait prévenu. Ils sont intenses, ils sont curieux, ils n'ont aucune limite. Tu peux éviter si tu veux. Je n'évite pas, a dit Lucia. Tu es sûr? Je veux les rencontrer, je veux faire partie de ça. Alors, elle s'est présentée, a aidé à cuisiner, à servir, à regarder Marco avec sa famille et a appris plus sur lui en 3 heures qu'en 3 semaines. Sa tante Sophia a pris le visage de Lucia entre ses mains. Tu es de la fille, celle qui fait de la cuisine de Rosa. Oui, bien, il a besoin de quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui sait ce que la nourriture signifie pour cette famille. Son oncle Carmine était moins subtil. Tu lui brises le cœur, je te brise les jambes. Compris? Carmine, a sèchement dit Marco, arrête de menacer ma petite amie. Petite amie. Les sourcils de Carmine se sont levés. Alors, c'est officiel. C'est officiel. Le cœur de Lucia a refait ce truc. Petite amie. Il l'avait appelée sa petite amie devant sa famille, rendant la chose réelle. Le dîner était écrasant et merveilleux. Plusieurs plats, le vin coulait à flot, des histoires racontées dans un mélange d'italien et d'anglais. Des disputes sur les recettes, des rires, tellement de rires. Lucia s'est sentie chez elle d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis les étés de son enfance à Matera. C'était la famille. La vraie famille. Le genre bruyant, désordonné, compliqué. À la fin de la soirée, Sophia l'a prise à part. Ma sœur Rosa, que Dieu ait son âme, elle t'aurait adoré, aurait adoré que tu portes ses recettes, que tu fasses sourire mon neveu comme il sourit ce soir. Merci. Non, merci à vous de nous avoir ramené un peu d'elle. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Lucia et Marco ont nettoyé la cuisine ensemble, lavant la vaisselle, rangeant la nourriture, se déplaçant en synchronisation, comme s'ils faisaient ça depuis des années. Ta famille, c'est quelque chose, a-t-elle dit. C'est une formulation diplomatique, je les aime. Ils t'ont aimé. Sophia m'a déjà envoyé 3 textos. Apparemment, tu es parfaite et je ferais mieux de ne pas tout gâcher. Un bon conseil d'une femme qui a divorcé 2 fois. Peut-être qu'elle a appris de l'expérience. Il a ri, a séché une marmite, l'a mise de côté. Viens en Italie avec moi. Elle a arrêté de laver. Quoi? Dans 3 semaines, je prends des vacances, pour la première fois en 8 ans. Je vais à Matera pour voir d'où vient ma mère, pour rencontrer ta grand-mère en personne. Viens avec moi. Marco, c'est de la folie. C'est trop rapide. Je sais. Viens quand même. On se connaît depuis 1 mois. Je sais. Viens quand même. Que vont penser les gens? Je me fiche de ce que les gens pensent. Je me soucie de toi. Je veux rencontrer Elena. Je veux voir l'endroit que ma mère aimait. Et je te veux là-bas. Elle a pensé à Elena, à la façon dont la voix de sa grand-mère s'était brisée au téléphone. À 60 ans de séparation qui prenait fin parce que Lucia avait fait une marmite de pâtes. Aux secondes chances et aux ponts construits à travers le temps. Oui, a-t-elle dit. Évidemment, oui. Il l'a embrassée là dans la cuisine, entourée de vaisselle propre et de l'odeur du dîner de famille. Et la promesse de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait cherché, mais dont ils avaient tous les deux désespérément besoin. Ils se sont envolés pour l'Italie en octobre. L'automne, la meilleure période. Rome d'abord, où ils ont passé 2 jours à arpenter les rues anciennes et à manger une nourriture qui donnait envie à Lucia de pleurer. Puis un train vers le sud, à travers une campagne qui ressemblait à des peintures de la Renaissance devenues vivantes. Ils sont arrivés à Matera au coucher du soleil, la ville antique creusée dans des falaises de calcaire, les quartiers des sassis empilés les uns sur les autres, des maisons en pierre qui étaient là depuis des milliers d'années, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'une des plus anciennes villes continuellement habitées au monde. Marco se tenait au belvédère, regardant en silence. C'est de là qu'elle venait, a-t-il dit finalement. La voix épaisse, c'est ce qu'elle a laissé derrière elle. Lucia a pris cette main, l'a serrée. Elena les a accueillis chez elle, une petite maison en pierre dans le Sasso Caveoso, la vieille ville, restaurée mais ancienne. On pouvait sentir l'histoire dans les murs. Elle a ouvert la porte, une petite femme, les cheveux blancs en chignon, des yeux vifs qui ne manquaient rien. Elle a regardé Marco et son visage s'est décomposé. « Dio mio » a-t-elle murmuré. « Tu lui ressembles. Tout le monde dit que je ressemble à mon père. Le visage de ton père, l'âme de ta mère.
Elle a levé la main, a touché sa joue, des larmes coulant. Les yeux de Rosa, je les reconnaîtrais n'importe où. Même après 60 ans, ce sont ses yeux. Elena. Le souffle de Marco s'est coupé. Il s'est penché, a laissé cette petite femme l'embrasser, s'est laissé étreindre par quelqu'un qui avait aimé sa mère. Quand sa mère était encore une jeune fille avec des rêves, au lieu d'une femme avec des regrets. Bienvenue à la maison, Marco, le garçon de Rosa. Bienvenue à la maison. À l'intérieur, la maison était chaleureuse. Des murs en pierre, des plafonds bas, petites mais parfaitement entretenues. Des photos partout. La jeune Elena, son mari décédé il y a 20 ans, sa fille, Lucia, bébé, enfant grandissant. Et là, sur la cheminée, une photo si vieille qu'elle était sépia. Deux filles, l'une de 15 ans, l'autre peut-être de 8, les bras l'une autour de l'autre, souriant à l'appareil photo comme si elles avaient tout le temps du monde. Marco l'a prise, l'a fixée. C'est elle, a dit Elena doucement. Rosa, le jour avant son départ. Nous avons pris cette photo. Je l'ai toujours, je l'ai gardée toutes ces années. Elle est si jeune. Elle avait 15 ans, juste une enfant elle-même. Trop jeune pour le mariage, trop jeune pour l'Amérique, trop jeune pour tout ce qui a suivi. La voix d'Elena était lourde, mais elle était courageuse, toujours courageuse. Ils sont restés une semaine, 7 jours. Elena a cuisiné pour eux tous les jours. De la nourriture traditionnelle de Matera, du pain cuit dans des fours à bois, des pâtes façonnées à la main, de l'agneau rôti lentement avec des herbes qui poussaient à l'état sauvage dans les collines. Elle leur a appris des recettes dans sa petite cuisine. Se tenant entre eux, corrigeant la technique, racontant des histoires pendant qu'ils cuisinaient. Rosa m'a appris ça, disait-elle, les mains dans la pâte. Elle l'a appris de sa grand-mère. Qui l'a appris de sa grand-mère? De génération en génération. C'est comme ça que nous survivons. Par la nourriture, par la mémoire. Le 3e jour, Elena les a emmenés à travers la vieille ville, à travers des rues si étroites que 2 personnes devaient marcher en file indienne, passant devant des églises creusées dans la roche, des maisons habitées depuis des millénaires. Elle s'est arrêtée sur une petite place. Ici, a-t-elle dit, c'est ici que nous nous sommes rencontrés. J'avais 7 ans, j'étais perdu, je pleurais. Rosa m'a trouvé. Elle avait 15 ans, si adulte à mes yeux. Elle m'a ramené à la maison. Après ça, elle s'est occupée de moi. C'était la sœur que je n'ai jamais eue. Marco se tenait sur cette place, regardant autour de lui, essayant d'imaginer sa mère jeune à cet endroit. Avant l'Amérique, avant son père, avant tout ce qu'il avait façonné en la femme qu'il avait connue. Comment était-elle, a-t-il demandé, avant de partir? Comment était-elle vraiment? Elena a réfléchi un long moment. Heureuse, elle était si heureuse ici, pleine de vie, pleine de rêves. Elle voulait voir le monde, voulait cuisiner, voulait ouvrir un restaurant. Quand le mariage a été arrangé au début, elle a pensé que c'était sa chance. Elle pensait qu'elle aurait la liberté en Amérique, des opportunités. La voix d'Elena est devenue triste. Elle ne savait pas ce qu'elle abandonnait jusqu'à ce qu'elle soit partie. T'a-t-elle écrit après son départ? Pendant 2 ans, des lettres tous les mois, me racontant l'Amérique, le restaurant, l'apprentissage de l'anglais, sa solitude. Elena a essuyé ses yeux, puis les lettres ont cessé. J'ai écrit, mais je n'ai pas eu de réponse. Je pensais qu'elle m'avait oublié, qu'elle avait tourné la page. Je ne savais pas qu'elle avait aussi essayé de me retrouver. Elle a essayé, a dit Marco, pendant des années, mais tu avais déménagé. L'ancienne adresse ne fonctionnait plus. J'ai déménagé d'une rue, une seule rue, et nous nous sommes perdus. Ils se sont tenus sur cette place. 3 personnes connectées par la nourriture, la perte et 60 ans de silence. Connectées par Rosa, qui avait été emportée trop jeune, était morte trop tôt et n'avait jamais pu rentrer à la maison. Le 5e jour, ils ont cuisiné ensemble. Tous les 3. Chaque recette que Rosa a apprise à Elena. Chaque technique, chaque secret. Ils ont cuisiné du matin au soir, ont préparé assez de nourriture pour une armée. Demain, a dit Elena, demain nous faisons un festin. J'invite les voisins, la famille, tout le monde. Nous célébrerons Rosa, nous célébrerons sa mémoire, nous célébrerons que sa nourriture a survécu. Le festin était énorme. 30 personnes dans la petite maison d'Elena, débordant dans la cour. Mangeant, riant et célébrant une femme que la plupart d'entre eux n'avaient jamais rencontrée, mais que tous connaissaient à travers ses recettes.
Lucia a observé Marco, l'a regardé rire avec les voisins d'Elena, raconter des histoires sur sa mère, prendre vie d'une manière qu'elle n'avait jamais vue à New York. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, après avoir nettoyé, après qu'Elena soit allée se coucher, Marco et Lucia se sont assis sur la terrasse. Ils regardaient la ville antique, les lumières scintillantes, la pierre brillant dans l'obscurité. « Merci », a-t-il dit doucement. « Pourquoi? De m'avoir amené ici, d'être le pont, de m'avoir donné ça. » Il a montré la ville, la maison d'Elena, tout. Ma mère a parlé de cet endroit toute ma vie. Je n'ai jamais compris pourquoi. Jamais compris ce qu'elle avait laissé derrière elle. Maintenant, je comprends. Elle devait adorer cet endroit. Elle l'adorait. Et elle aimait Elena, l'aimait comme une sœur. Perdre ça a dû la tuer. Il est resté silencieux un moment. Je vais amener Elena à New York pour voir le restaurant, pour voir ce que son amie a construit. Elle le mérite. Elle va adorer ça. Et Lucia? Oui, je t'aime. Simple, direct, vrai. Je sais que c'est rapide, je sais que c'est fou, mais je t'aime. Je t'ai aimé quand tu as fait cette marmite de pâte. Je t'ai aimé quand tu m'as appris à faire des cavatelli. Je t'aime maintenant. Et je t'aimerai demain, c'est comme ça. Son cœur était si plein que ça faisait mal. Je t'aime aussi. Je crois que c'est depuis que tu es entré dans cette cuisine, l'air de voir ton monde s'effondrer et recommencer en même temps. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Nous sommes fous. On se connaît depuis 5 semaines. 5 semaines qui ressemblent à 5 ans. Ouais, c'est vraiment le cas. Il l'a embrassée là, sous les étoiles italiennes, dans la ville que sa mère avait quittée 60 ans plus tôt. L'a embrassée et a su avec une certitude absolue que c'était ça. La chose, la personne, la vie qu'il était censé construire. Ils sont retournés à New York changés, plus profonds, plus certains. Ont emménagé ensemble en 1 semaine parce qu'être séparés semblait faux. Ont commencé à construire une vie autour de la nourriture, de la famille et des recettes qui les reliaient à travers les générations. 6 mois plus tard, Marco a mis son nom sur l'acte de propriété du restaurant. La fête partenaire, pas seulement une chef, une propriétaire, égale. Ça ne me semble pas juste, a-t-elle dit quand il lui a montré les papiers. C'est le restaurant de ta mère. C'est notre restaurant, le tien et le mien. Tu portes ses recettes, tu portes les recettes d'Elena. Tu es le pont entre elles, entre le passé et le futur. Ça devrait être à toi aussi, Marco. Signe les papiers, Lucia, s'il te plaît. C'est ce qu'elle aurait voulu, ce qu'Elena veut, ce que je veux. Alors, elle a signé, est devenue copropriétaire de l'Osteria Santoro, a mis son nom à côté du sien surtout. Ils ont légèrement changé le menu. Ont ajouté les cavatelli della nonna comme plats permanents. Ont ajouté d'autres plats, les recettes d'Elena, les recettes de Rosa, honorant les 2 femmes qui s'étaient aimées à travers la distance et le temps. Le restaurant a prospéré, le mot s'est répandu, les critiques gastronomiques sont venues, ont écrit des critiques élogieuses, l'ont qualifié de lettre d'amour à la tradition et à l'âme de la cuisine italienne, préservée à travers les générations. Ils ont été présentés dans des magazines, sur des blogs. Les gens venaient de partout pour manger la nourriture de Rosa, la nourriture d'Elena, la nourriture qui avait survécu à 60 ans et à un océan. 8 mois après Matera, Marco a emmené Lucia dîner. Un endroit chic à Manhattan, trop chic. Elle détestait ces endroits, préférait leur propre cuisine, leur propre nourriture. « Pourquoi sommes-nous ici ?» a-t-elle demandé, regardant le cristal, les nappes blanches et les serveurs en costume. « Parce que je dois te demander quelque chose, et je voulais que ce soit spécial. Notre cuisine est spéciale. C'est vrai, mais j'ai déjà fait des réservations. » Ils ont mangé. De la bonne nourriture, mais pas aussi bonne que la leur. Rien n'était aussi bon que la leur. Après le dessert, Marco a sorti une petite boîte. « C'était à ma mère », a-t-il dit en l'ouvrant. Une simple alliance en or avec un petit diamant. Élégante, intemporelle. Mon père la lui a donnée quand ils se sont mariés. Elle me l'a donnée avant de mourir. M'a dit de la donner à quelqu'un qui comprenait ce que la nourriture signifie, ce que la famille signifie. Quelqu'un qui pourrait porter le flambeau. Sa gorge s'est serrée. « Marco, épouse-moi. Cuisine avec moi. Construis une vie avec moi. Élève des enfants qui savent d'où ils viennent et à qui ils sont connectés. Dis oui.
On se connaît depuis 8 mois. Je sais, 10 quand même. Ta famille va avoir son opinion. Ma famille planifie notre mariage depuis la 2e semaine. Sophia a un tableau Pinterest. Dis oui. Elle a ri à travers ses larmes. Oui, évidemment, oui. Ils se sont mariés en mars, une petite cérémonie. Juste la famille dans le restaurant, car où d'autres se seraient-ils mariés? L'endroit était rempli de fleurs, de bougies, de photos de Rosa et d'Elena côte à côte. Elena est venue d'Italie, a porté sa plus belle robe, a pleuré pendant toute la cérémonie. A pris le visage de Marco après et a dit « Rosa serait si fière de l'homme que tu es devenu, de l'amour que tu as trouvé, de la vie que tu construis. » La réception a eu lieu là aussi, dans le restaurant, tout le monde cuisinant, tout le monde mangeant. Tommaso a fait un discours sur le fait qu'il l'avait su dès le premier jour. Angela a fait un discours sur ses compétences supérieures en matière de matchmaking. Sophia a fait un discours sur le véritable amour et le destin pendant que sa sœur levait les yeux au ciel. L'oncle Carmen a fait un discours sur le fait que Lucia avait fait ses preuves et qu'il retirait sa menace précédente de lui casser les jambes. Mais si tu fais du mal à mon neveu, je te casserai autre chose, a-t-il ajouté. Sophia l'a frappé. Ils ont passé leur lune de miel à Matera. 2 semaines avec Elena, cuisinant tous les jours, apprenant plus de recettes, accumulant le savoir comme un trésor. Quand je mourrai, a dit Elena un après-midi alors qu'ils faisaient des oreillettes. Quand je mourrai, vous aurez tout. Chaque recette, chaque technique, chaque histoire. Celles de Rosa et les miennes. Promettez-moi que vous les transmettrez. Nous le promettons, ont-ils dit ensemble. 1 an après le mariage, Lucia est tombée enceinte. L'a dit à Marco pendant qu'il préparait le service du dîner. L'a juste lâché entre la coupe des oignons et l'assaisonnement de la viande. « Je suis enceinte. » Il a laissé tomber son couteau, l'a fixé. « Tu es quoi? »« Enceinte. J'ai fait 3 tests, tous positifs. Nous allons avoir un bébé. » Il l'a soulevé, littéralement soulevé de ses pieds, l'a fait tourner, l'a embrassé, l'a reposé, l'a soulevé à nouveau. « Nous allons avoir un bébé, » a-t-il dit, la voix pleine d'émerveillement. Un bébé qui grandira dans cette cuisine, qui apprendra à faire des pâtes avant de savoir écrire son nom, qui connaîtra Rosa et Elena et la chaîne qui nous relie tous. Alors, tu es heureux? Je suis terrifié, ravi et si heureux que je pourrais pleurer. C'est normal? Je pense que oui. Ils ont appelé leur fille Rosa Elena. Rosa pour sa mère, Elena pour sa grand-mère. Le cercle était complet. Elena est venue quand Rosa est née, et tenue son arrière-petite-fille, et pleuré. Elle a les yeux de Rosa, a-t-elle dit. Regarde, les mêmes yeux. Ils nous sont revenus. La petite Rosa a grandi dans le restaurant, dans la cuisine. Elle a fait des pâtes dès que ses mains ont été assez grandes. Elle mémorisé des recettes par cœur avant d'apprendre à lire. A compris que la nourriture était mémoire, que cuisiner était amour, que certains liens étaient en fait pour durer éternellement. Quand Rosa a eu 3 ans, Elena est morte paisiblement dans son sommeil à Matera. Ils se sont envolés pour les funérailles, ont emmené Rosa, qui ne comprenait pas la mort, mais comprenait que Nonna était partie. Ils ont enterré Elena à côté de son mari dans le vieux cimetière surplombant les Sassi. Des pierres anciennes, une ville ancienne, un chagrin ancien. Elle est avec Rosa maintenant, a dit Marco debout devant la tombe, tenant sa fille. Où qu'elles soient, elles sont de nouveau ensemble, comme elles auraient dû l'être depuis le début. Lucia a planté du romarin sur la tombe. Pour qu'elle se souvienne, a-t-elle dit à Rosa, pour qu'elle sache que nous nous souvenons. Chaque année après cela, à l'anniversaire du jour où Lucia avait fait les cavatelli con ragout d'agnello et changé leur de vie, ils fermèrent le restaurant. Juste la famille, Marco, Lucia et Rosa. Plus tard, quand leur fils Antonio est né, lui aussi, ils préparaient le plat ensemble, apprenaient à leurs enfants à le faire, leur racontaient l'histoire sur 2 femmes à Matera, sur l'amitié à travers les années, sur la nourriture comme mémoire, sur l'amour qui a survécu à la mort, à la distance et au temp. Voilà d'où vous venez, disaient-ils à leurs enfants. C'est votre histoire, votre héritage. N'oubliez jamais. Et les enfants n'ont jamais oublié. Rosa est devenue chef, a repris le restaurant, a finalement ajouté ses propres touches tout en gardant sacrées les recettes de son arrière-grand-mère. A rencontré un garçon qui aimait la nourriture comme elle,
L'a épousé dans le restaurant où ses parents s'étaient mariés, où sa grand-mère Rosa avait cuisiné pendant 40 ans, où le cercle continuait. Sur le mur de l'Osteria Santoro, à une place d'honneur, étaient accrochées 2 photos. L'une de Rosa Russo à 15 ans à Matera, le bras autour de la petite Elena. L'autre d'Elena Russo à 67 ans à Matera, le bras autour de Marco. Entre elles, une plaque de laiton, des mots simples. Rosa Russo Santoro, 1950 à 2017. Elena Russo Romano, 1958 à 2024. Amis à travers le temps, connectés par la nourriture, connectés par l'amour. Leurs recettes perdurent. Et elles ont perduré. Dans chaque plat servi, dans chaque leçon enseignée, dans chaque enfant qui a appris à faire des cavatelli à la main et a entendu l'histoire de 2 femmes qui s'étaient aimées et qui aimaient la nourriture et la vie assez pour que cela leur survive. Lucia avait 70 ans quand elle a raconté l'histoire pour la dernière fois à son arrière-petite-fille, une autre Rosa, 4e génération, faisant des pâtes dans la même cuisine où son arrière-arrière-grand-mère Rosa les avait faites, où son arrière-grand-mère Lucia les avait faites, où sa grand-mère Rosa les avait faites. Tout a commencé avec une marmite de pâtes, a dit Lucia. Ses mains étaient vieilles maintenant, mais toujours stables, faisant toujours des cavatelli parfaits. Ton arrière-arrière-grand-père Marco est entré dans cette cuisine, a senti la nourriture de sa mère, et tout son monde a changé, et le mien aussi. Tout ça parce que 2 femmes en Italie, 60 ans plus tôt, s'étaient assez aimées pour s'apprendre des recettes, pour transmettre un savoir, pour construire quelque chose qui leur survivrait. « C'est vrai, Nonna ?» a demandé la petite Rosa. « Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? » Chaque mot. J'étais là, hein. J'ai fait les pâtes. J'ai vu son visage. J'ai vu tout changer en 2 minutes. C'est romantique. C'est de la nourriture. La nourriture est toujours romantique quand elle est faite avec amour. Tu m'apprendras à le faire comme toi, comme Rosa et Elena? Lucia a souri, a pris les mains de l'enfant, les a guidées dans la farine. Je le fais déjà, ma chérie, je le fais déjà. Et ça a continué sans interruption. À travers les générations, à travers le temps, à travers le simple acte de faire des pâtes avec amour et de se souvenir de ceux qui sont venus avant. La nourriture est mémoire. La nourriture est amour. La nourriture nous relie tous. C'était la leçon. C'était de la vérité. C'était ce que Rosa, Elena, Lucia et Marco avaient construit ensemble sans même le savoir. Un héritage qui leur survivrait à tous. Et tout a commencé avec une marmite de pâtes, un mercredi après-midi, avec une odeur qui a mis un homme à genoux, avec 2 minutes qui ont tout changé. Certaines choses sont destinées à être. Certaines connexions sont trop fortes pour être brisées. Certains amours survivent à tout, même à la mort. Même au temps, même à 60 ans de silence, la nourriture se souvient. Même quand les gens oublient, la nourriture se souvient toujours.